17h, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce jeudi 13 avril. La situation au Mali au menu du Conseil de sécurité de l'ONU. Dans un rapport, le secrétaire général Antonio Guterres salue les efforts déployés par la médiation internationale avec l'Algérie comme chef de file. Situation délicate au Soudan, le déploiement des forces de soutien rapide dans le pays inquiète l'armée soudanaise. Dans l'actualité également, une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Le Conseil constitutionnel devra se prononcer demain sur la validité ou non du projet. Pendant ce temps, le mouvement de protestation reste déterminé. Et puis, Bakhmout au centre d'une guerre de communiqués. Les informations sont contradictoires et divergentes. Alors que l'armée russe affirme encercler la ville, Kiev dément et affirme tout le contraire. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni hier à New York pour débattre sur la situation au Mali. Cela intervient alors que la médiation internationale, dont l'Algérie, chef de file, a présenté ces derniers jours aux parties maliennes signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger des propositions concrètes visant à relancer la mise en œuvre de l'accord. El Rassimouane, représentant spécial du secrétaire général pour le Mali, a entre autres salué les progrès accomplis par le Mali et s'est dit convaincu que l'ONU reste le meilleur cadre pour accompagner la stabilisation durable du pays. La MINUSMA, qui a appuyé l'élaboration de la stratégie, accompagnera le secrétariat permanent du cadre politique de gestion de la crise au centre et les comités régionaux de coordination, en plus de l'appui direct fourni sur le terrain à travers des activités de promotion de la cohésion sociale, de règlement des conflits et de réconciliation, y compris dans les zones de Nyono, Douentza et Koro. La MINUSMA poursuit ses opérations de protection de population également à Ogosagou, à Douentza. Nous aidons aussi à la protection d'infrastructures critiques et à la facilitation de l'accès aux routes. De son côté, l'ambassadeur de France auprès de l'ONU, Nicolas de Rivière, a appelé à la pleine mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Le Conseil de sécurité devrait, selon lui, appeler toutes les parties à la responsabilité et à soutenir les efforts de médiation de l'Algérie et de la MINUSMA. Ce Conseil doit donc appeler toutes les parties à la responsabilité et soutenir les efforts de médiation de l'Algérie et de la MINUSMA. Deuxièmement, je veux évoquer la transition politique. Elle doit se poursuivre dans les délais prévus. Le Conseil de sécurité doit être attentif à l'appréciation de l'Union africaine et de la CEDEAO, qui ont pris des décisions très claires et qui assurent le suivi de ce processus, notamment suite au report du référendum constitutionnel prévu initialement le 19 mars. Le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général Saïd Chengriha, en déplacement à Rio de Janeiro, a pris part à la cérémonie d'ouverture de la 13e édition de l'exposition de la défense et de la sécurité, à laquelle participent, selon un communiqué du ministère de la Défense, 340 sociétés et entreprises du secteur de l'armement représentant plus de 80 pays. Le général d'armée Saïd Chengriha a d'ailleurs été reçu ce jeudi en audience par le ministre de la Défense brésilien, José Múcio Monteiro, auquel il a remis une lettre manuscrite du président Abdelmadjid Tebboune adressée à son homologue brésilien Lula da Silva, lui faisant part d'une attention particulière à la dynamique visant à promouvoir les relations algéro-brésiliennes dans tous les secteurs, notamment dans le domaine de la coopération militaire. Et ce drame, 14 nouveaux corps de migrants originaires d'Afrique subsaharienne ont été repêchés au large des côtes tunisiennes, ce qui porterait selon plusieurs sources à 24 le bilan des morts du naufrage d'un bateau qui se rendait clandestinement vers l'Europe. Pour rappel, les gardes-côtes avaient annoncé hier avoir récupéré 10 corps de migrants en Méditerranée au large de Sfax, dans le centre-est de la Tunisie.
Toujours en Afrique, le chef du Conseil de souveraineté soudanais, Abdel Fattah al-Burhan, a affirmé que la stabilité du Soudan repose sur la création d'une armée nationale unifiée à travers la réforme du système sécuritaire. C'est ce qui ressort d'une réunion tenue à Khartoum entre al-Burhan et l'envoyé de l'Union européenne dans la Corne de l'Afrique, Annette Weber. Le chef du Conseil de souveraineté soudanais a par ailleurs affirmé l'engagement de l'institution militaire envers le processus politique, soulignant la nécessité d'achever le processus de consensus politique et national et l'importance de parvenir à la stabilité pour le Soudan dans le cadre du système régional. Et on reste au Soudan avec ce nouveau coup de théâtre qui inquiète l'armée et la population. Le déploiement des paramilitaires de soutien rapide dans plusieurs grandes villes du pays, une situation qualifiée d'escalade dangereuse par l'armée soudanaise qui appelle les forces d'intervention rapide à retirer leurs troupes. Khadija Khadawi. C'est un nouveau bras de fer qui se joue au Soudan entre l'armée du pays et les forces paramilitaires de soutien rapide. Ces dernières se sont déployées mercredi dans plusieurs grandes villes, notamment à Khartoum ou encore à Mero, sans aucune autorisation. Tous ces mouvements et la propagation des forces se sont produits sans être approuvés par la direction des forces de l'armée et sans coordination avec celle-ci. De leur côté, les forces de soutien rapide inscrivent leur présence dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains, le trafic de migrants illégaux et la drogue. Cet état de fait fortement dénoncé par l'armée qui qualifie ce déploiement de dangereux pour la sécurité du pays. Nous devons sonner l'alerte car le pays passe par une période historique et dangereuse qui augmente les risques. Avec les forces de soutien rapide en mobilisant des forces et en se répandant à l'intérieur de la capitale et de certaines villes. Un imbroglio qui inquiète d'ailleurs même la population soudanaise qui a appelé mercredi à des manifestations afin d'exhorter les forces d'intervention rapide à ployer leurs forces. Ces événements surviennent quelques jours après le report de la signature d'un accord permettant la relance de la transition reportée Sindié. Raison invoquée, achoppement des négociations sur l'intégration des forces de soutien rapide aux troupes régulières du pays. Le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed Ben Zayed, est arrivé au Caire, la capitale égyptienne, pour des entretiens avec le président Abdel Fattah al-Sisi sur les moyens de renforcer la coopération économique et politique. La visite de Mohammed Ben Zayed intervient 48 heures avant une réunion prévue vendredi à Jeddah, en Arabie saoudite, entre les pays du Conseil de coopération du Golfe, avec la participation de l'Égypte, de la Jordanie et de l'Irak. Diplomatie toujours, l'Arabie saoudite a accueilli le chef de la diplomatie syrienne, Faisal Maqdad, à Riyad, dans le cadre d'un dégel entre les deux pays. Après plus de 10 ans de rupture, les deux parties ont publié une déclaration commune à l'issue de cette visite, dans laquelle elles ont annoncé l'accord pour saluer le début de la reprise des services consulaires et des vols entre les deux pays. Elles ont également discuté des mesures nécessaires pour parvenir à un règlement politique global de la crise syrienne qui mettrait fin à toutes ces répercussions, réaliserait la réconciliation nationale et contribuerait au retour de la Syrie dans son environnement arabe. Un nouveau logiciel espion ressemblant au programme Pegasus aurait ciblé des journalistes et des personnalités politiques, selon le laboratoire de recherche canadien Citizen Lab. Le logiciel espion a été créé par l'entreprise Quadrim Ltd. Elle est même fondée par un ancien responsable militaire sioniste et ancien membre de NSO Group, créateur de Pegasus. Souhila Akilal. Après Pegasus, un nouveau scandale d'espionnage international semble se profiler à l'horizon. L'enquête du laboratoire canadien Citizen Lab a révélé qu'au moins 5 personnes auraient été la cible de ce logiciel espion en Amérique du Nord, en Asie centrale, en Asie du Sud-Est, en Europe et au Moyen-Orient, sans pour autant révéler l'identité des victimes. Selon les éléments de l'enquête, le logiciel espion peut enregistrer les appels, prendre des photos, effectuer des recherches dans les fichiers de l'appareil, accéder aux données stockées
sur le cloud et s'autodétruire une fois qu'il n'est pas utilisé. Citizen Lab a identifié des serveurs dans 10 pays ayant reçu des données provenant des appareils des victimes dans l'entité sioniste, Singapour, le Mexique, les Émirats arabes unis et la Bulgarie. Il a notamment précisé que l'entreprise Quadream a vendu ce logiciel espion à plusieurs gouvernements, notamment Singapour, l'Arabie saoudite, le Mexique, le Ghana, l'Indonésie et le Maroc. Pour rappel, en 2021, une enquête de plusieurs médias avait mis la lumière sur ce qui va devenir le scandale Pegasus, impliquant notamment le Maroc et des membres du Parlement européen. Les investigations ont révélé que pas moins de 50 000 personnes avaient été espionnées via Pegasus, ce qui a déclenché des procédures judiciaires dans plusieurs pays. Toujours d'actualité, la situation dans les territoires occupés palestiniens ne cesse de susciter des réactions au sein de la classe politique internationale. Dans une intervention lors d'une session de contrôle du Parlement jordanien, le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi, a déclaré que l'occupation est la base du mal et mettre fin à cette occupation est le seul moyen de parvenir à la paix. Al-Safadi a par ailleurs souligné qu'il n'y a nul besoin de clarifier la position jordanienne, car, je cite, « Nous sommes tous dans la même position quand il s'agit de la Palestine, d'Al-Quds et de ses lieux saints. » Ce nouveau vent d'escalade dans le détroit de Taïwan entre la Chine et sa province depuis quelques jours, l'armée chinoise a déclaré avoir mené avec succès une série d'exercices militaires au large de l'île. Et voici maintenant que le président Xi Jinping appelle ses troupes à renforcer l'entraînement au combat réel. Les détails avec Leila Gertal. La tension n'a jamais été aussi perceptible qu'en ce moment entre la Chine et les États-Unis sur l'île de Taïwan. Les manœuvres entreprises par la Chine dans le détroit de Taïwan ont suscité l'inquiétude des États-Unis qui ont même appelé la Chine à la retenue alors que ces derniers ont déployé un destroyer dans les eaux revendiquées par Pékin en mer de Chine. Une opération que Pékin a qualifiée d'intrusion. Les exercices militaires simulant un bouclage de l'île de Taïwan avec l'utilisation de tirs réels a impressionné les Occidentaux qui n'ont pas du tout apprécié cette simulation. C'est la première fois que la Chine simule un encerclement de Taïwan de la sorte. Un sentiment effrayant a gagné l'Occident, une crainte justifiée ou pas, mais certains s'inquiètent que la Chine fasse des manipulations dans ses propres territoires et ne s'offusquent pas que les États-Unis se rapprochent autant des territoires ou des eaux territoriales chinoises. Ces manœuvres militaires ont eu lieu très peu de temps après la rencontre de la représentante des autorités taïwanaises avec Biden. Et si le Pentagone et le département américain se disent sceptiques, Moscou, elle, appuie ces manœuvres car Pékin est victime de provocations, dira le Kremlin. Ces manœuvres sont un sérieux avertissement contre les dits séparatistes et les forces extérieures, a signifié clairement le porte-parole de l'armée chinoise, Shi Yi. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s'est entretenu ce jeudi avec son homologue chinois Qin Gang à Samarcande en Ouzbékistan. Les deux parties ont discuté de la mise en œuvre des accords historiques signés lors de la visite du président chinois en Russie. Le chef de la diplomatie chinoise a déclaré que l'évolution de la situation internationale nécessitait le maintien du contact entre Pékin et Moscou. Pour sa part, Sergueï Lavrov a plaidé pour une intensification de la coopération entre les deux pays dans toutes les directions, y compris dans les affaires régionales. Bien sûr, les décisions sans exagération historique qui ont été adoptées lors de récents entretiens entre le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping nous obligent à intensifier nos efforts dans tous les domaines, tant en termes d'approfondissement de la coopération bilatérale que la relation avec les problèmes régionaux et internationaux. Le président brésilien Lula da Silva entame une visite officielle en Chine où il rencontrera demain son homologue chinois Xi Jinping. Le dirigeant brésilien entend ainsi par cette 4e visite relancer une relation sino-brésilienne aux importants enjeux, mais aussi marquer le retour du Brésil sur la scène internationale. Et en marge de sa visite, le chef d'État brésilien est revenu sur la création de la Banque de développement des BRICS, une institution qui, selon lui, permettra aux pays émergents de créer d'importants changements dans la dynamique économique mondiale.
La nouvelle banque de développement a un grand potentiel en ce sens qu'elle libère les pays émergents de la soumission aux institutions financières traditionnelles qui veulent nous gouverner sans avoir pour mandat de le faire. Et en France, alors que la réforme des retraites divise toujours autant, le Conseil constitutionnel devra se prononcer demain sur la validité ou non du projet. Les manifestants étaient au rendez-vous dans plusieurs villes françaises aujourd'hui dans cette dernière ligne droite concernant ce projet de loi. Safwan El-Sabri. C'est l'ultime bras de fer entre la rue et l'exécutif concernant la réforme des retraites avant le dénouement final. Demain, le Conseil constitutionnel devra trancher sur la validité ou non du projet. 3 scénarios sont possibles. Le premier, le plus souhaitable pour les manifestants, est celui d'une censure totale du texte, ce qui équivaudrait à une annulation pure et simple du projet de loi. L'âge de départ à la retraite se maintiendrait à 62 ans. Le Conseil constitutionnel pourrait aussi censurer partiellement le texte ou alors, dans l'idéal pour l'exécutif, procéder à une validation totale du projet de loi. À la veille de la réunion du Conseil, les manifestations ont battu leur plein. Plusieurs franges de la société reprochent à Macron de ne pas écouter les revendications des Français. On attend que le président soit plus ouvert d'esprit à la population. On attend du président également qui parle aux Français, que ce soit aux jeunes et à toute la population finalement. Et on voudrait vraiment qu'il nous voit manifester et qu'il sorte de son palais finalement. On espère toujours à un moment donné qu'il y ait quelqu'un haut placé qui prenne la décision de replier cette loi et de se mettre autour d'une table et de voir autrement le financement des retraites. Bien que cela soit peu probable, une censure totale du texte pourrait apaiser les tensions dans l'Hexagone. Dans tous les cas, les séquelles laissées par ce projet sont déjà perceptibles. Selon un sondage de l'IFOP, 62% des Français estiment que Marine Le Pen sort renforcée de cette crise. Conflit en Ukraine, la Russie a affirmé ce jeudi bloquer les forces ukrainiennes à Bakhmout et empêcher tout renfort d'entrer dans la ville. Selon les dernières informations, les forces russes sont sur le point de prendre cette cité, épicentre des combats depuis l'été dernier, ce que Kiev a immédiatement démenti. Les troupes aéroportées soutiennent l'avancée des troupes d'assaut, bloquant l'envoi des réserves de l'armée ukrainienne vers la ville et la possibilité d'un retrait des unités ennemies. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'information continue sur A24 News. Au revoir.